Bonjour Facebook, comment allez-vous? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Facebook, bonjour Facebook, comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein? Extrêmement longtemps, je ne sais même pas si on s'est vu depuis le début de l'année. Je pense pas, je sais pas, bref, je sais pas, bonjour. On a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées entre-temps sur la page. Alors, je voulais passer faire un coucou aujourd'hui. On est lundi. Partagez la vidéo pour ceux qui sont là. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour Djibril, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Excusez-moi, le temps de partager la vidéo sur mon profil et puis on va démarrer. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées sur la page. Vous savez les amis, en l'espace de un mois, on a gagné pratiquement plus de 15 000 personnes sur la page. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste ouf en fait. En l'espace d'un mois, on est passé de 16 000 personnes à plus de 32, pratiquement 33 000 personnes maintenant. C'est énorme, c'est énorme. Pour certains, c'est peu, mais pour moi, c'est énorme en peu de temps. Alors, je devais sortir pour vous faire un coucou. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Je partage la vidéo et puis on va démarrer. Je vais me présenter parce que beaucoup ne me connaissent pas, malheureusement. Beaucoup ne me connaissent pas. Est-ce que la vidéo est dans le bon sens déjà? Je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi si vous me voyez bien en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose si vous me voyez bien. Est-ce qu'on me voit bien là dans la vidéo? Ou s'il faut que je retourne ou je ne sais pas. Je crois que j'ai fait une bêtise. 8, 4. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je voulais partager, mais j'ai fait des bêtises. Ah là 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 là. Les pandas, je suis où? Je suis où? Bonjour. Oh, merci beaucoup, Mac. Bonjour tout le monde, Véronique, merci. Merci beaucoup. J'essaie de partager ce truc et puis on y va. Je crois que là, ça doit être bon. Ok, parfait. Voilà. Donc, ceux qui sont partis, ne partez pas. Revenez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Noélie Panda. Comme je vous avais dit, au fait, une présentation s'impose. Bonjour Esther, comment ça va? Ça fait un moment. Bon, c'est vrai, ça fait très longtemps. Je n'ai pas été en ligne aussi. Je vous disais, pour ceux qui sont là depuis, à l'espace de un mois et demi, on a gagné pratiquement plus de 15 à 16 000 abonnés au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai pas sponsorisé, j'ai pas fait de boost, je n'ai rien fait. Mais je crois que bon, c'est le temps et puis bon, les choses se sont faites d'eux-mêmes. Et depuis, on ne s'est pas vu. Depuis que l'année a commencé, vraiment, on ne s'est pas vu parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Je me préparais pour la conférence que vous avez vue. Vous avez vu les images, vous avez vu les vidéos circuler. Ça a été vraiment quelque chose de très lourd, très compliqué à préparer. Voilà. Mais donc, depuis je suis rentrée, j'ai fini. Je suis rentrée et j'étais très épuisée. Physiquement, j'étais épuisée. Mentalement. En fait, je n'arrivais pas au fait à redémarrer au fait. J'étais vraiment fatiguée. Pour ceux qui sont proches de moi, ils savent comment les conférences choisir la vie, c'est extrêmement compliqué au fait à faire. Vous savez, il y a des gens qui font des conférences et c'est bien, mais les sujets que je traite sur cette page sont extrêmement lourds. Donc, ce sont des sujets, quand tu les portes, tu les prends pour aller faire. On a rencontré un niveau d'opposition, mais juste inimaginable. Peut-être qu'un jour, au fait, je vous expliquerai au fait ce qui s'est passé. Mais l'essentiel, au fait, est que le message, au fait, soit passé.
Désolée, malheureusement, je prends personne en direct pour l'instant. Heureusement, tout s'est bien passé et puis on est revenu. Il fallait vraiment que je me repose. Parce que bon, les gens ont vu la conférence en ligne. Vous avez vu la communication à la dernière minute. Mais moi, ça faisait depuis une année au fait que j'étais dans la préparation. En fait. Donc physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, j'étais vidée. J'étais vidée. Il faut savoir le reconnaître. Vous savez, souvent, vous me connaissez, ceux qui sont là depuis un moment. Je n'aime pas vous vendre du rêve. Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain comme vous, avec des hauts et des bas. Et quand ça ne va pas, au fait, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça, au fait, que vous ne me voyez pas. Parce que voilà, physiquement, j'étais pas bien. J'étais malade. Au retour de cette conférence, j'étais malade. J'étais malade avant de partir. Et au retour, bah, ça a continué. Donc, il fallait vraiment que je prenne le temps de récupérer petit à petit. Mais là, aujourd'hui, je tenais vraiment à sortir pour faire un coucou. Coucou à toutes ces personnes qui sont arrivées ces derniers temps sur la page. Merci d'arriver dans notre communauté, que j'appelle la communauté des rescapés. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis une conseillère en relations d'aide. Je suis auteure de 3 livres et je suis conférencière. Je fais des accompagnements qu'on appelle, voilà, des accompagnements. Ça peut être des tête-à-tête, des B2B, de one-to-one, ou soit au fait, je fais des formations où je prends des personnes en groupe et on travaille au fait pour la guérison intérieure. Vous l'avez remarqué, depuis que vous êtes là, on parle beaucoup de vous, de votre personne, on parle de tout ce qui a trait à vos émotions, à votre histoire, à votre passé, comment se décanter de toutes ces choses pour vous reconstruire et avancer. Voilà ce que on fait sur cette page au quotidien depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, au fait que bah, je suis sur les réseaux sociaux. Bah, en fait, je répète la même chose parce que voilà, c'est ma mission de vie, voilà, c'est ce qui constitue ma personne. Parce que moi-même, au fait, je suis sortie d'une histoire, j'ai une histoire assez compliquée, assez lourde, et il a fallu vraiment se battre réellement, vraiment, pour sortir la tête de l'eau. Ça ne veut pas dire que tout est fini, que tout est beau, tout est rose. Ça veut dire que bah, au jour le jour, au fait, on continue à travailler sur soi. Donc, par moment, les choses que je vous dis sur cette page, ce sont des choses que je m'évertue à vraiment, comment ça s'appelle, à m'évertue vraiment à appliquer moi-même dans ma propre vie au quotidien pour pouvoir en parler à d'autres. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bah, ce serait quand même bien, en fait, que toi-même, la personne qui le dit, c'est pas, ici, la devise, c'est pas, faites ce que je vous dis. C'est, j'essaie de faire, allons-y ensemble. C'est pour ça, dernièrement, j'avais fait un post dans lequel je disais, attention aux commentaires, parce que beaucoup de personnes sur cette page sont en thérapie. Oui, je sais que non, on va dire, oui, bon, c'est une afro, c'est une croyante, comment elle arrive à mélanger tout ça. Moi, je crois à tout ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec une question de couleur de peau, parce que en parlant de couleur de peau, justement dans ma communauté, il y a énormément de dégâts émotionnels, psychologiques, donc il va falloir qu'on en parle. Et vous remarquez que de plus en plus des voix se lèvent dans ce sens pour en parler parce que ça ne va pas. On est parti à la conférence la dernière fois, je ne vous dis pas, à la fin de la conférence, au fait, la salle était en larmes. La salle était en larmes, pas parce qu'on a voulu faire pleurer les gens, mais parce que des histoires qu'on entendait au fait dans la salle, c'était juste pas possible au fait. Et on est tellement dans le semblant, dans le paraître, tout va bien, tout est beau, tout est rose, que malheureusement, en fait, c'est compliqué, les gens n'arrivent pas à aller mieux. Au-delà de ça, il y a le regard des autres, il y a le jugement, il y a tellement de choses au fait que ben, les gens ils préfèrent souffrir en silence. Alors, sur cette page, au quotidien, j'essaie vraiment de... voilà, il y a des gens qui mettent des choses, excusez-moi, hein, il y a des gens qui mettent des choses qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas. Supprimer le commentaire. D'accord, il n'y a pas de souci, madame. J'essaie de supprimer. Il y a des commentaires qui n'ont rien à voir, en fait. Donc, j'essaie de les supprimer pour voir aussi. Donc, en fait, je disais que la plupart du temps, on est dans le paraître, on est dans, voilà, tout ce qui est... montrer que ça va, mais en réalité, ça ne va pas. Et sur cette page, on essaie au quotidien, on fait d'alerter. Voilà ce qu'on fait d'abord. La plupart des choses que je poste sur la page, c'est vraiment d'alerter. Et ce matin, j'ai mis un post dans lequel je disais ceci, je disais que bah, tu peux changer encore. Tu peux aller mieux, tu peux te reconstruire. Tant que tu respires, les choses peuvent réellement bouger dans ta vie. Et il y a une dame qui m'a posé une question formidable. En fait, je crois que c'est elle qui m'a poussé à sortir ce matin. Ce n'était pas prévu dans mon planning que je puisse sortir. Mais son commentaire m'a tellement percuté. Je me suis dit,
Il faut que je vienne, au fait, en parler un peu. Peut-être que ça va aider une personne quelque part. Elle a dit dans son commentaire ceci. Moi, bonjour. Malheureusement, au fait, c'est ça. C'est ça, les gens... Bonjour Nathalie. Les gens sont détruits dans ma communauté. Mais, en fait, le jugement est tellement fort. Parce que déjà, on nous a dit que non... Ah, voilà, on est des entre guillemets, des noirs. Les noirs ne sont pas ceci, les noirs. En fait, il y a tellement de préjugés, tellement, au fait, farfelus. Alors que la santé mentale, au fait, n'a pas de couleur. La santé mentale n'a pas de couleur. Je ne sais pas combien de fois on va voilà, répéter ces choses. La santé mentale n'a aucune couleur. Il faut arrêter au fait cette discrimination sur cette page. Je parle au blanc, je parle au noir, je parle au jaune, je parle au rouge, je parle à tout le monde. Parce que la santé mentale n'a pas de couleur au fait. Il faut arrêter cette histoire-là. Que non, c'est les histoires de ceci, c'est les histoires de cela. Si vous savez, c'est parce que nous, on est soumis au secret professionnel. Quand une personne vient en accompagnement avec moi ou vient me dire des choses, je ne peux pas venir au fait sur les réseaux, venir étaler sa vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire un certain nombre de choses. Mais nous, on sait ce qu'on entend dans notre communauté. On le sait. Je vous ai dit, on est parti à la conférence. À la fin de la conférence, les gens n'arrivaient pas à se lever de leur siège. La salle est en pleurs. La salle était en pleurs, on a vu des gens qui ont réussi dans la société, les gens qui sont assis, les gens qui ont tout matériellement parlant, mais qui sont détruits de l'intérieur en fait. Parce qu'ils ont subi un certain nombre de choses depuis leur enfance, parce qu'ils ont vécu des drames en fait, pour lesquels ils n'ont jamais réussi à se relever. Et c'est ce matin, c'est ce que la dame me dit. La dame me dit, bah, madame, moi j'ai vécu avec mon mari pendant plus de 30 ans. Mon mari vient de mourir. Je fais comment pour avancer? C'est ça, en fait. Voilà le genre de choses, moi, qui me préoccupe au quotidien. Il y a des gens qui souffrent en silence. On fait comment avec eux? Ce sont les parias de la société. On fait comme s'ils ne sont pas là. On essaie de faire le truc... voilà, Non, on ne peut pas faire semblant parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance à côté, au fait. Alors, on est là. On est là, au fait. On est une minorité, de plus en plus de voix se lèvent parce qu'il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Il y a des gens, physiquement, matériellement, au niveau, ça va. Mais approchez-vous d'eux, c'est des épaves. J'ai rencontré des personnes, dont moi-même j'ai regardé la personne, je me suis dit non, cette personne ne peut pas avoir de problème. Mais quand je me suis assise, j'ai commencé à parler avec elle et je me suis dit non, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Des gens ont vécu des trucs, ça peut sembler anodin, comme le deuil de cette femme. Elle dit, Noélie, mais elle me dit, mais je fais comment pour avancer? Vous savez que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se remettre d'un deuil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se remettre d'un deuil. La perte d'un être cher. Ils n'arrivent pas. Elle, là, dans son cas, c'est son conjoint qui est mort, qui est décédé. On fait comment pour se relever de ça, au fait, du jour au lendemain? Qui nous prépare, en fait, à la perte d'un être cher? À quel moment on en parle, au fait? À quel moment on nous prépare que non, ça va t'arriver, et si ça t'arrive, tu dois faire ça, 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 ça pour essayer de te relever. On ne nous parle pas. Les gens vont venir, on fait au funérailles. Moi, je l'ai vu quand j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu ma mère, déjà, on m'avait mis une grosse pression. Donc, ça dit qu'en l'espace d'une semaine, les funérailles, tout a été bouclé. Oui, il y avait du monde, les gens, ils faisaient leur truc. On l'a enterré, on l'a mis sous terre. Le soir, tout le monde est rentré chez lui. Personne ne s'est posé la question, mais cette femme, elle est partie, ok, mais elle a des enfants qui sont restés. Comment les enfants, ils gèrent ça? Personne, au fait, tout le monde est reparti dans sa vie. Et la personne se retrouve, au fait, avec les souvenirs, avec les regrets, avec la culpabilité, avec plein de choses. On fait comment? On a des femmes qui sont là, qui sont dans les relations toxiques, elles ne savent même pas qu'elles sont dans les relations toxiques. On a des hommes qui sont en souffrance. Voilà, il faut qu'on en parle. Cette année, je vais taper fort là-dessus parce que je rencontre de plus en plus d'hommes. Et cette conférence, en fait, j'ai été tellement contente parce que je suis rentrée dans la salle. J'ai vu des hommes, pas un homme, pas quelques-uns, non. J'ai vu des hommes, au fait, venir s'asseoir. Je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a des hommes qui sont en souffrance, des hommes qui ont vécu des choses depuis des années dans leur vie. À un moment donné, ils se sont dit, non, on se pose en couple. La personne se pose en couple. Et maintenant, voilà encore d'autres problèmes. Le gars, il est étouffé. Il est en dépression. Il ne peut même pas dire qu'il est en dépression. Il ne peut même pas dire au fait qu'il ne va pas bien. Parce qu'on va se moquer de lui. Parce qu'on va lui dire que non, tu es un homme. Parce qu'on va lui dire que voilà, tu dois être fort, tu dois être ceci, tu dois être ceci. Qui a dit qu'on est sur cette terre pour être fort, en fait? On ne peut pas toujours être fort.
Ce n'est pas vrai. La preuve, je viens de vous le dire, en fait. Oui, pendant des mois, vous me voyez, je publie toujours. Voilà. Voilà, la dame, elle est là. Elle est là. Comment on se relève de ça, en fait? Et parce qu'en fait, et puis il y a des saisons de la vie comme ça où vous avez l'impression, en fait, que tout s'enchaîne. Vous avez l'impression que tout s'enchaîne. Alors que je préparais cette conférence, j'ai ma petite sœur. Déjà, l'année d'avant, j'ai perdu ma mère. Je l'ai mis sous terre. J'essayais déjà d'avaler la pilule. Déjà, parce que c'est pas simple. C'était pas simple. Faut pas qu'on se leurre, en fait. Perdre en est cher. Pour ceux qui sont là depuis un moment, qui connaissent mon histoire, moi j'ai eu une histoire compliquée avec ma mère, en fait. Donc nos relations ont commencé à s'apaiser. Même pas 2 ans. Pouf! Elle est partie. Donc c'était un choc pour moi. J'ai remis beaucoup de choses en question, en fait, à la mort de ma mère. Parce que, et puis, on fait comment pour se relever de ça, en fait? On fait comment pour se relever de ça? Et après, tu essaies, tu te dis, bon, voilà, il faut avancer, parce qu'il y a cela, parce que bon, voilà, maintenant, je suis maman, je suis ceci, il y a des gens qui comptent sur moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il faut que je me remette debout. Il faut que je me remette debout. Comment je fais? Comment je fais? Et en fait, je rencontre tellement de gens en souffrance par rapport à cette histoire de deuil que je me dis que peut-être que mon prochain livre, je vais parler du deuil, en fait. Il faut qu'on arrive à briser ce tabou. Vous savez, quand j'ai perdu ma mère, on a enterré, on a tout fait. Tout le monde est parti. Personne ne m'a appelé pour me dire, Neuilly, comment tu vas? Comment tu te sens? Comment tu gères la chose? Personne. Personne, en fait. Je me suis retrouvée démunie, livrée à moi-même. En fait, je me dis, où est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Alors, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Aller chercher la connaissance. J'ai dû aller acheter des livres, en fait. Acheter des livres par-ci, par-là, pour comprendre déjà ce qui m'arrivait. Pour comprendre ce que je traversais. Pourquoi j'avais autant d'émotions par-ci, par-là, des émotions contradictoires. Pourquoi j'étais dans ce tourbillon-là, en fait. Et comment je sentais que j'étais en train de descendre. Je sombrais en dépression. Je sombrais. La seule chose, je crois, qui m'avait tenue pour que je ne reste pas à terre, c'était parce que j'avais des enfants. C'était la seule chose qui m'a tenue, en fait. Mais personne ne m'a jamais posé la question, comment tu vas... Non, la seule personne qui s'intéressait à comment je me sentais, c'était mon époux, en fait. C'est tout. Tout le reste, l'entourage, voilà. Et cette personne, en fait, et quand on n'a rien, il faut aller chercher la connaissance. Kevin, il faut aller chercher la connaissance. Il faut aller chercher la connaissance. Ok, si tu n'arrives pas, en fait, à chercher un livre, il y a de plus en plus de personnes maintenant qui sont sur YouTube qui en parlent, en fait. Il faut aller fouiller. Comment on se relève d'un deuil? C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Énormément de temps. Et ça, je ne parle que du deuil. Quand on parle du deuil, ça peut être le conjoint, ça peut être les parents. Et je vais aller plus loin, il y a des enfants. L'année dernière, j'ai une petite soeur à moi, à l'espace de 2 ans, elle a perdu 2 bébés. Elle a perdu 2 bébés. Vous imaginez? 2 bébés à l'espace de 2 ans. On se relève de ça comment, en fait? On se relève de ça comment? Autant de choses sur lesquelles je réfléchis au quotidien. Comment aider les personnes? Comment aider les personnes? Mais pour pouvoir aider efficacement, en fait, les gens, il faut, en guillemets, toi-même... Tu sais, vous ne pouvez pas ramener une personne là où vous n'êtes jamais passé, en fait. Avant, quand on me parlait du deuil ou de la perte d'un être cher, je ne savais pas quoi dire. Parce que bon, j'ai jamais été confrontée à ça. Il a fallu, en fait, que je le vive pour comprendre que cette histoire, c'est pas de la rigolade. On a des femmes qui sont dans les situations compliquées, on a des hommes qui sont dans les situations compliquées, on a des enfants qui sont en pleine souffrance, autant de choses autour de nous. Autour de moi, on voit des jeunes qui sont abusés sexuellement, on a l'inceste, on a plein de choses. Comment on fait? Et moi, je ne crois pas à la fatalité. Je crois que je fais partie de ces personnes qui pensent, qui croient fermement que les choses peuvent changer. Mais ça ne se fait pas tout seul, en fait. Ça ne se fait pas tout seul. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame, en fait, ce matin. Ok, la chose
elle est arrivée, mais à un moment donné, tu dois te dire, qu'est-ce que je fais? C'est une douleur spéciale. Quand... écrivez-moi, Kevin. J'ai vu que vous m'avez envoyé un message, je vais regarder après. Quand... je ne sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oh, zut. J'ai perdu le fil au fait de ce que je veux dire. C'est une douleur spéciale, oui, le deuil, c'est la perte d'un être cher, c'est une douleur spéciale. Il faut seulement passer par là, au fait, pour pouvoir comprendre. Et tant que certaines choses, tant que vous n'êtes pas passé par là, vous aurez tendance, au fait, à minimiser, au fait, la douleur des autres. Et c'est une chose qui me, en guillemets, qui me horripile. Je n'aime pas les gens qui sous-estiment, au fait, la douleur des autres. Mais en même temps, à ces personnes, au fait, qui sont en souffrance, l'une des premières choses que je leur dis, qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, c'est ce qui m'est arrivé quand ma mère est morte. C'était à quoi? À quelques jours, au fait, et on avait, Covid s'est déclenché, on a fermé les frontières. J'ai pas pu, je n'ai pas pu assister au fait à l'enterrement, mais j'avais fait quelque chose. J'avais demandé qu'on filme les choses. Pourquoi? Je savais pertinemment que je devais affronter cela, en fait. Parce que quelque part, il faut dire la vérité, j'étais dans le déni. Pour moi, c'était irréel, en fait. Oui, moi, Esther, quand on m'a annoncé la nouvelle, je me suis écroulée par terre. Quand moi j'ai reçu la nouvelle, j'avais l'impression, au fait, que mon cerveau a bugué. Pendant quelques minutes, je n'arrivais pas à réfléchir. Et malheureusement, j'étais la fille aînée de ma mère. On est deux. J'étais l'aînée. Et vous savez, dans notre communauté, quand c'est comme ça, tout se repose sur l'aîné. Donc, on m'annonce le choc. Je n'ai même pas, parce qu'on m'avait appelé, c'était la nuit. Il était vers 23 heures, quelque chose comme ça. Le lendemain matin, je n'avais pas eu le temps de... La nouvelle même n'a même pas eu le temps d'arriver dans mon cerveau. Et on commence à me dire, il faut mettre le corps à la morgue, il faut faire ceci, il faut chercher le cercueil, il faut faire ceci. Tout de suite, au fait, c'est comme si j'avais pris mes émotions, j'ai mis ça quelque part. Je n'avais pas le temps, au fait. J'ai pris tout ce que je ressentais, j'ai pris ça, j'ai mis ça quelque part, et il fallait affronter le deuil. Il fallait affronter le deuil, il fallait prendre des décisions, parce que j'étais l'aîné. Tout tournait autour de moi. Tout le monde venait me poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On fait ceci? On fait comment? On fait comment? On fait comment? Tu n'as pas le temps de regarder ta douleur, en fait. Tu n'as pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe? On fait tout ça, on fait tout ce folklore, on met la personne sous terre. Les gens, ils repartent dans leur vie. La vie continue pour eux, mais toi, tu es là. Tu fais comment, en fait? Parce que ces émotions que j'avais mis quelque part, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ils sont là, en fait, ils m'attendaient. Et quelques semaines après, ça a été le tourbillon, en fait. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans le corps. J'étais pas bien, je pleurais non-stop. La nuit, je pouvais me réveiller la nuit en sursaut, en pleurant, en fait. Et ça a été la descente. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Je ne comprenais pas comment je pouvais me réveiller la nuit en sursaut. Et je me voyais en train de pleurer dans mon rêve et je me réveille, je suis vraiment en pleurs. Il n'y a plus personne, en fait. Tu es seul devant ta douleur. Et si par malheur, au fait, tu vas dire à une personne que, voilà, je suis triste, on va te dire la phrase fétiche, tu sais, on est tous passés par là, c'est pas grave, ça va passer. Ou l'autre fameuse phrase, Dieu a donné, Dieu a repris. Ou l'autre phrase encore, tu sais, il ne faut pas pleurer. Oui, non, mais d'où est-ce que je perds ma mère, ou je perds mon conjoint, ou tu parles d'un enfant, vous me dites de ne pas pleurer? À quel moment, en fait? Donc, cette femme-là, elle a perdu. Vous imaginez, vous avez fait votre vie avec une personne pendant des années. Donc, vous avez eu des projets ensemble, vous avez acheté une maison, vous avez fait des enfants, vous avez bâti tout ensemble. Et du jour au lendemain, paf! Tu fais comment au quotidien, en fait? Parce qu'il faut gérer l'absence de la personne parce qu'il n'est plus là. Il n'est plus là, en fait. Et maintenant, tu te retrouves dans cette maison, il y a ces images, ces photos partout. Tu fais comment? Tu fais comment, en fait? Ce vide-là.
Tu fais comment? Imagine qu'il y a des enfants qui sont là. Parce qu'au-delà de ça, il faut gérer ta propre douleur. Et si tu as des enfants, parce que les enfants aussi ont perdu leur père. Tu vois, tu as perdu ton époux. Mais les enfants ont perdu leur papa. Qui les porte? C'est encore maman. Donc en même temps, tu dois essayer d'être forte pour tes enfants. Mais toi, qui te porte au fait? Et si tu n'as pas des personnes qui sont bienveillantes, tu vas à l'extérieur parce que ça rentre très vite dans le jugement malheureusement en fait. Ça rentre très vite dans le jugement, non, tu es trop fragile, oh ceci, oh cela, Donc les personnes préfèrent se taire sur leur douleur. La journée, la personne va se maquiller, va s'habiller, va faire tout comme tout le monde. Mais le soir, quand vous dormez, c'est des larmes. Et du jour au lendemain, si cette personne sombre ou se fait du mal, on va se dire, mais comment elle a pu faire ça? Mais elle était en souffrance autour de vous, en fait. Elle était en souffrance. Personne n'a vu qu'elle était en souffrance. Personne n'a fait attention que cette personne était en souffrance, qu'il va falloir l'assister, il va falloir beaucoup de bienveillance, il va falloir la faire parler pour qu'elle puisse extérioriser, verbaliser les choses, la laisser crier sa douleur, en fait. Voilà une autre chose aussi. On veut nous faire taire. Une personne qui est en souffrance, laissez-la d'abord extérioriser les choses. Une personne qui est en souffrance, laissez d'abord cette personne sortir. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que tout ce que vous étouffez, au fait, détruit la personne. Laissez les gens exprimer leur mal-être. Laissez-les. Ils en ont besoin, en fait. Ils en ont besoin. Parce que moi, je devais pleurer. Je me rappelle à l'époque, je sortais un peu, vu que c'était Covid, tout était fermé. Je marchais pendant des heures, en fait. Des heures, je marchais comme ça dans la nature. Et je pleurais. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Il fallait d'une manière ou d'une autre que je puisse extérioriser au fait ce que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que je savais que, bon, soit il fallait aller voir les professionnels, mais à l'époque, là, tout était fermé. Comment on fait? Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Le moment où j'ai vraiment clore ce chapitre du décès de ma mère, c'est à la sortie de Vaincre la servitude. Parce que ce livre-là, en fait, lui était dédié. Parce que je me disais, cette femme ne pouvait pas partir comme ça. Mon joli Ludovic, cette femme ne pouvait pas partir comme ça. Il fallait que je fasse quelque chose où, à chaque fois que je vois ça, je me dis, ok, elle aura au moins vécu utile. Elle aura au moins vécu utile, malgré qu'elle soit partie physiquement, il y a quelque part une trace d'elle, en fait. Et ce livre m'a servi de thérapie. Donc, toi qui es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, à un moment donné, en fait, je me rappelle, à un moment des choses, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Elle est partie de toute façon. Soit tu vas continuer à pleurer, soit il va falloir que tu avances, que tu deviennes, au fait, cette femme qu'elle a toujours voulu que tu sois. Au moins, je me dis, au moins ça. Je lui dois au moins ça, en fait. Au moins ça. Que je devienne cette femme qu'elle a toujours voulu que je sois. Que je sois cette personne qu'elle a voulu que je sois, en fait. Donc, quelque part, en fait, j'ai commencé à me projeter vers l'avenir. Vers l'avenir. Maintenant, il a fallu faire des pas au quotidien, petit à petit. Il y a des jours, ça allait. Il y a des jours, ça n'allait pas. Il y a des jours, ça allait. Il y a des jours, ça n'allait pas. Souvent, les gens, ils pensent que quand vous n'êtes pas bien, les choses s'arrangent du jour au lendemain. Pour d'autres personnes, ça peut aller vite. Mais pour certains, en fait, ça peut prendre du temps. Énormément du temps, en fait, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire que vous devez laisser aussi. Non. Ça veut dire que ça prend du temps, mais il faut prendre le temps. On prend une personne qui a perdu son enfant ou une personne qui a perdu voilà, un être cher, une personne qui était spéciale. On ne sort pas de là, en fait, du jour au lendemain, en fait. Soyez indulgents avec vous-même. Les gens peuvent vous dire que non, tu en fais trop, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Ce n'est pas grave. Prends le temps qu'il te faut pour sortir de là. C'est l'essentiel. Prends le temps qu'il te faut.
Mais l'essentiel est que tu sortes de là. Combien de temps ça va prendre, je n'en sais rien. Mais il faut que tu sortes de là. C'est vraiment le plus important. Le reste, voilà, c'est pas un guillemets, c'est pas important. Ce n'est pas important. Prenez le temps de vous soigner. Prenez le temps de grandir. Prenez le temps de vous soigner. On court tout le temps, on court. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut paraître bien, il faut... Voilà. Bah, Nathalie, au fait, je crois que c'est ça qui est le plus douloureux. Quand la personne part brusquement du jour au lendemain, en fait. Moi, ma mère, je me rappelle, je l'avais vue parce qu'elle est en Afrique, je l'ai vue, c'était au mois de... Je l'ai vue en octobre. Je l'ai vue en octobre. Et moi, je suis revenue en France. Et février, elle m'avait appelé une semaine avant, en fait, on s'était appelé. Elle me disait qu'elle devait se déplacer, en fait. Je lui ai dit, ok, fais attention à toi, tu pars et tu reviens. C'est vrai que, elle, dans son cas, elle m'avait déjà fait 2 crises d'AVC. En une année. Donc, voilà, on était déjà sur les gardes, en fait. Elle m'avait déjà fait 2 crises d'AVC en une année, donc on était déjà sur nos gardes. Donc, elle me disait qu'elle se déplaçait. Je lui ai dit, bon, fais vite et tu reviens. Tu fais attention à toi, tu prends ton traitement, tu fais attention à toi, tu fais attention à toi. Donc, elle est partie. Elle est partie et elle est revenue. Et puis, d'un coup, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Bah, la première fois, on a réussi à la récupérer. La deuxième fois, on a réussi à la récupérer. La troisième fois, en fait, on n'a pas réussi. On l'a ramenée à l'hôpital et quelques jours après, elle est partie. Donc, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attend. Parce qu'elle était très jeune. Maman, elle avait moins de 60 ans. Ouais. Elle avait moins de 60 ans. Elle devait avoir, allez, dans les 57, 58 ans. En fait, ça fait très jeune, en fait. Ça fait très jeune. On a parlé avec elle, on avait des projets en cours, on avait pas mal de choses, au fait, qui devaient se faire. Et puis, d'un coup, pouf! La personne part. Tu te dis, mais c'est quoi ça, en fait? C'est quoi ça? Et je vous dis, c'est brutal, hein? C'est brutal. C'est brutal surtout pour les personnes qui restent. Parce qu'on reste avec beaucoup d'interrogations. On a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup de... voilà, comme dit, beaucoup de questions en fait, qui restent en suspens, à laquelle on ne trouve pas forcément de réponse, en fait. Malheureusement. Et la colère peut rentrer dedans et par moments aussi la culpabilité dans le sens où est-ce que je pouvais faire quelque chose? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi? Mais toutes ces choses n'aident pas à avancer, en fait. N'aident pas à avancer, mais c'est quelque chose qui est normal dans le processus de deuil. Moi, pendant des mois, je suis restée là, je me suis dit non, c'est injuste. C'est injuste. C'est vraiment injuste, en fait. C'est injuste. J'ai peut-être eu des mots durs. Je me suis dit, mais en fait, à quel moment ça va s'arrêter, au fait, dans ma vie? Parce que moi, je regardais mon parcours. Après, je me suis dit, au fait, toute ta vie, tu n'enchaînes que des coups, en fait. Et c'est comme si ça a été le summum, en fait. Ça a été le summum. Il fallait vraiment prendre le temps de digérer, en fait. Il fallait prendre le temps de digérer. Digérer que, bah, au fait, cette relation mère-fille que j'avais toujours voulu avoir avec elle n'aura jamais lieu. Ça fait partie aussi du deuil. Parce que comme j'avais dit, j'avais une relation assez compliquée avec elle pendant des années. Et au moment où j'ai commencé à faire un travail sur moi, je suis devenue maman moi-même. Et j'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi. Donc nos relations ont commencé à s'apaiser, en fait. Et à ce moment-là, pouf, la personne part. Tu te dis, mais non, c'est injuste, en fait. C'est injuste. Il faut se relever de ça. Donc, c'est ça. Ça fait partie des coups de la vie. Là, on parle au fait du cas. Ah. Et moi, en fait, c'est ça, c'est la même chose. Au fait, ma grand-mère, elle est là. Parce que quand je suis repartie après, pour aller voir là où on l'avait enterré, parce que c'est vrai que j'ai vu les images, mais c'était toujours abstrait. Il fallait que j'aille sur place. Donc, je suis descendue en 2020,
2021, je crois que je suis descendue. Oui, en 2021, je suis descendue. Et là, je vois ma grand-mère. Tu te dis, mais la mère est là, la fille est partie, la petite fille est là. C'est quoi cette histoire, au fait? Mais, bah, voilà, tout ça, ça fait partie, au fait, du processus du deuil. Voilà, ça fait partie du processus du deuil. Laissez tout ça passer. Il faut, voilà. Comme je dis, le deuil, au fait, c'est un processus. Il faut laisser les choses se faire. Vous n'êtes pas, comment je vais dire, vous n'êtes pas capricieux, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Non, c'est ce que vous traversez, c'est ça qui existe là, en fait. Et ça prendra le temps que ça va prendre. Et vous allez sortir la tête de l'eau. Ça ne veut pas dire que vous allez complètement balayer cette personne de votre vie, impossible. Mais, voilà, il faut avancer. 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 Là, j'ai parlé au fait du cas de deuil parce que c'est quelque chose qui me revient beaucoup ces derniers temps. Des personnes qui n'arrivent pas à se relever au fait d'un deuil parce que par moment, au fait, les personnes ont reçu déjà des coups, beaucoup de coups dans la vie. La personne a subi déjà, la vie les a fracassés en fait. Et là, c'est comme on dit, c'est la goutte de trop. Il y a cette goutte-là de trop qui arrive et puis on se dit, comment on fait pour avancer? Alors ici, on se soigne. On se soigne, on se soigne, on se soigne parce que je suis convaincue que quand une personne n'est pas bien au fait de l'intérieur, à l'extérieur, on peut faire beaucoup de choses, mais bon, voilà. C'est pas ça en fait. Ouais. Donc prenons le temps en fait de soigner notre intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est là où nous puisons notre force. C'est là en fait, tout se réside là à l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous? Quand tu vas commencer à faire le ménage. Et quand c'est un suicide, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire parce que peu importe la perte, les pertes ça reste pareil. Le suicide, c'est là, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité dans le sens où, comment on n'a pas vu ça arriver, en fait? Comment on n'a pas vu ça arriver? Est-ce que mon attitude aurait pu changer quelque chose? Est-ce que... Mais, en fait, tout c'est est-ce que... Bonne journée Nathalie. De toute façon, bientôt moi aussi je vais finir là. Je ne vais plus trop tarder, je vais bientôt y aller. Ah oui, le suicide. Donc, il y a beaucoup des questions qui doivent rester là. Et c'est là où je pense que c'est important de repartir dans l'histoire de la personne pour comprendre. Les gens ils posent des actes qui n'ont forcément rien à voir en fait avec nous. Mais le mal est là en fait. Par moment, le fait de repartir dans l'histoire de la personne, allez peut-être voir vos grands-parents, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a grandi. Autant de choses peuvent vous aider à comprendre au fait l'acte que la personne a posé. Ça ne veut pas dire que ça va tout effacer, mais ça va vous aider à comprendre le pourquoi. Et souvent, comprendre le pourquoi, ça vous aide à avancer. À avancer dans le processus du deuil. En fait. Donc, voilà un peu. Voilà, je pense qu'au fait, aujourd'hui, j'étais juste sortie pour Nathalie. En tout cas, Nathalie, beaucoup de courage à vous. Prenez soin de vous. Prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. Et à toutes ces personnes qui... Ah, ça, c'est difficile quand maman ne veut pas parler. Ça, c'est difficile quand quand votre maman ne veut pas parler. C'est très, très, très difficile, en fait. Waouh. Là, c'est très difficile. Mais elle va parler, hein. C'est pas que... c'est pas qu'elle refuse de parler. Il faut savoir qu'elle aussi, elle est en souffrance, en fait. Il n'y a pas que vous qui êtes en souffrance. Elle aussi, elle est en souffrance. Donc, par moment, le fait de se taire, pour elle-même, c'est une protection. C'est vrai que vous, ça ne vous aide pas. Mais c'est une protection pour elle. Le choc est trop grand. Elle n'est pas prête à affronter ça. Donc, elle ne veut pas en parler. Et c'est quelque chose qu'il faudra malheureusement, en fait, accepter. Accepter et lui laisser le temps. Lui laisser le temps pour qu'elle puisse faire son deuil. Lui laisser le temps qu'elle soit prête, en fait, à en parler. Qu'elle soit prête à en parler. Parce que elle, je pense que elle est, si les parents de votre papa ne sont pas là, elle est la mieux placée pour vous expliquer
un certain nombre de choses pour que, voilà, quelque part pour vous apaiser. Je me rappelle que dans mon processus de guérison, il y avait arrivé un moment où je me posais beaucoup de questions, des choses que j'avais demandé à ma mère depuis des années qu'elle ne voulait pas dire. Elle ne voulait pas. C'était des sujets sur lesquels on butait toujours en fait. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas en parler. Mais j'ai dû prendre mon mal en patience parce qu'il y avait des choses il n'y avait que elle qui pouvait me dire. Vous voyez, il y avait des choses, il n'y a que elle qui pouvait me dire, comme pourquoi, parce que pendant des années, au fait, j'avais ce truc de rejet. J'avais l'impression, au fait, que c'est comme si le rejet était vraiment une seconde nature chez moi et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui a pu se passer dans mon histoire à ce point pour que je me sente constamment rejetée par tous. Il n'y avait que elle, parce que c'est elle qui a porté la grossesse, il n'y a que elle qui savait qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait que elle qui pouvait me répondre. Et tant qu'elle n'était pas prête, eh bien, malheureusement, en fait, je suis restée là. Jusqu'à ce que, un jour, une fois de plus, on a abordé le sujet. Elle a osé parler. Elle a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et quand elle parlait, j'ai compris maintenant d'où est-ce que je traînais, en fait, ce mal-être. Ça m'a aidé, en fait, à vraiment, fermer la porte. Mais on ne peut pas la forcer à parler. Il faut attendre. Ça m'a pris du temps. Il a fallu attendre. Mais pendant ce temps, vous devez trouver un autre moyen pour pouvoir avancer dans votre vie, au fait. Et quelque part, au fait, comprendre que elle aussi, elle a perdu un être cher qu'elle est en souffrance. Qu'il va falloir attendre, malheureusement. En fait. C'est complexe, le deuil. Hein? Et surtout quand il n'y a pas de dialogue comme ça. Le dialogue, ça peut apaiser assez, entre guillemets, assez vite les choses. Mais quand tout le monde se renferme dans sa douleur, c'est très compliqué. C'est très compliqué, malheureusement. Mais, voilà. Donc, à toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on a parlé du deuil, mais on ne parle pas que du deuil sur cette page. On parle de plein d'autres choses aussi. Bon, aujourd'hui, c'était vraiment le commentaire de Nathalie qui m'a fait sortir... Oui, quand le mental ne va pas, le corps suit. Hein. Quand le mental ne va pas, le corps suit. Kevin, ce que j'aurais pu vous dire, c'est que vous pouvez voir tous les professionnels que vous voulez. Vous pouvez aller voir n'importe qui. Vous pouvez dépenser toutes les sommes au fait que vous voulez. À un moment donné, et je crois que je vais finir ma vidéo avec ça, à un moment donné, il va falloir que vous asseyez, que vous vous posez la question. Je continue comme ça ou je change. Vous savez, quand on a connu la souffrance toute sa vie, on a tendance au fait à s'accrocher au fait à la douleur. À un moment donné, vous devez choisir de vivre. Choisir de vivre, c'est renoncer à la douleur. Pas que la douleur, au fait, n'existe pas. Pas que ce que vous avez vécu n'existe pas. Pas que. Même pour vous dire, au fait, je refuse que ces choses me détruisent. À un moment donné, cette décision doit venir de vous et de vous seul. Aucun professionnel, peu importe ses compétences, ne peut prendre cette décision à votre place. On peut vous conseiller, on peut vous accompagner, on peut vous pousser à faire des choses. Mais tant que vous ne décidez pas de lâcher prise sur la douleur, sur les douleurs, sur les choses que vous avez vécues, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est vous qui avez le bâton. Il n'y a que vous en fait. Personne, c'est comme si vous êtes dans une prison de douleur. Personne ne peut vous sortir de cette prison à part vous-même. Vous êtes dans une prison et la clé de sortir de cette prison, il n'y a que vous qui l'avez. Donc, à un moment donné, posez-vous la question, en fait. Je veux continuer comme ça, je n'ai que 22 ans. Je suis dans la souffrance autant. Je continue comme ça ou il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que quand la souffrance commence psychologiquement, oui, en fait, quand on dit que non, vous devez lâcher prise au fait sur la douleur, c'est apprendre au fait à regarder les choses autrement. Ça va commencer aussi par votre mindset, par votre tête, votre manière de voir les choses. Parce qu'une personne qui a été pendant des années dans la souffrance a une manière de voir les choses. A une manière de voir les choses. La personne anticipe déjà la douleur, en fait. Quand les choses vont bien,
La personne s'attend déjà au pire. Parce que c'est un schéma que la personne a toujours connu toute sa vie. Et il faut vous sortir de ce schéma-là pour vous dire que quelque chose de bien peut vous arriver. Et ça, il n'y a que vous. Tous les matins, la question, un exemple banal. Quand vous vous réveillez le matin, quels sont les genres de paroles que vous vous dites? Quels sont les genres de paroles que vous vous dites? Quels sont les genres de pensées au fait que vous nourrissez au quotidien? Autant de choses au fait. Si vous vous nourrissez de tout ce qui ramène la mort, constamment au fait, vous allez... Beaucoup de personnes sont nées dans la douleur. Je suis née dans la douleur. Pendant pratiquement jusqu'à mes 30 ans, j'ai été dans la douleur. Mais à un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, au fait, Noélie, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, tu vas mourir très jeune, en fait. Et j'ai dû apprendre à changer. Apprendre moi-même. Commencer à refuser un certain nombre de choses dans ma vie. Commencer par me dire, par exemple, que non, je ne suis pas conditionnée au malheur, en fait. Je refuse que ma vie soit tout pour la souffrance. Je refuse cela. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que quand vous avez vécu dans son pendant 25 ans, ça ne change pas du jour au lendemain, en fait. Et c'est là où le bas blesse. Les gens ils pensent que je commence le travail aujourd'hui, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ça va aller. Tu ne changes pas 22 ans de vie en une semaine ou en un mois. C'est un mensonge. Une personne qui est brisée émotionnellement, ça prend du temps en fait. Et si tu es né dans ça, tu as grandi dans ça, tu ne te sors pas de là du jour au lendemain. C'est une bataille contre soi-même. C'est une bataille contre soi-même. Donc, c'est pour ça souvent quand les gens viennent me voir, m'écrivent, Noélie, je veux changer, je veux changer, je veux que les choses aillent mieux, je leur pose la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix en fait? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que changer en fait, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Changer en fait, c'est pas de la blague en fait. C'est une lutte contre soi-même au quotidien. C'est une lutte contre soi-même au quotidien. En fait, se battre, c'est comme si vous avez grandi dans un schéma et vous devez apprendre à faire les choses autrement. Et forcément, vous n'avez pas forcément de repères. Donc, il faut aller chercher la connaissance. Il faut se faire aider. Mais toi-même, il faut décider en fait. Et c'est un travail au quotidien que personne, malheureusement, viendra faire à votre place. Changer est très, très, très difficile. Non, personne, en fait, je ne sais pas, il ne faut pas croire ceci. Même si vous travaillez sur vous pour aller mieux, vous n'allez pas oublier ce que vous avez vécu. Dans la guérison, qu'est-ce qui se passe? Dans la guérison, ce qui se passe, c'est que vos pensées, vos émotions, votre perception des choses change. On n'oublie pas les souvenirs. Mais ce qui change, c'est que vous allez revoir ces souvenirs, les émotions et les pensées liées à ça changent. Voilà tout ce qui change dans le processus de guérison en fait. Le processus de guérison ne veut pas dire que tu as oublié ce qui t'est arrivé. C'est faux. C'est un mensonge. Les souvenirs sont là. Je suis assise ici, je me rappelle de tout ce que j'ai vécu. C'est juste que quand j'y pense maintenant, en fait, la douleur, la peine qui l'accompagnait avant, il y a quelques années, il n'y est plus. Ça a changé, en fait. C'est ça. Mais c'est un travail qui a pris des années. C'est un travail qui m'a pris 5-6 ans. Facilement. 5-6 ans. Ça, c'est pour régler le plus gros. Sachant qu'au quotidien, maintenant, il y a des choses qui sont toujours réglées, en fait. Quand on est dans la douleur, on est dans la souffrance, c'est pas juste une personne qui a reçu un choc comme ça et puis qui veut s'en sortir. Non, en fait. C'est comme si c'est toute votre fondation, en fait, qui doit être revue. Et c'est du travail. On ne change pas, comme on le dit, on ne change pas 22 ans de vie en un claquement de doigts. Si quelqu'un te propose cette solution, j'affirme, je dis que c'est du leurre. Il faudrait plus de personnes comme vous. La plupart du temps, on me dit, je ne suis pas apte à répondre à ce que tu me dis. J'ai pas compris cette phrase, en fait. Non, il faut du temps.
Il faut du temps. Moi, je suis sortie, je suis née dans la douleur. J'ai grandi dans la douleur et changer, je vous assure que c'est une bagarre. C'est ce que je disais aux gens à la conférence la dernière fois. Parce que la dernière conférence que j'ai fait, j'avais parlé sur les blessures générationnelles. Les choses qui sont les douleurs que nos parents, voilà. Les douleurs que les parents, ils avaient, que les parents nous ont inculquées, les parents nous ont transmis, en fait. Vous savez, quand un parent est en souffrance, automatiquement, l'enfant en prend un coup. Et comment cet enfant, en fait, se reconstruit? C'est de ça dont j'ai parlé à ma conférence dernièrement. On a la vidéo replay qui est là, qui est en vente, au fait, pour les personnes qui en ont besoin. Sortir, au fait, de ces choses générationnelles, c'est pas aisant, en fait. C'est une bagarre. C'est une bagarre, en fait. C'est quelque chose qui a traversé les générations que toi, tu as eues. Tu ne t'en débarrasses pas comme ça, en fait. Non, c'est parce que la personne ne sait pas. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que vous n'êtes pas arrivé quelque part, c'est comme une personne te dit, viens, je vais t'aider à traverser la rivière. Si la personne n'a jamais traversé la rivière, elle ne peut pas t'amener à traverser la rivière, en fait. Avant de travailler avec un professionnel ou une professionnelle, il faut prendre le temps de regarder l'histoire de la personne. D'où vient cette personne? Ce n'est pas tout le monde qui a habilité à vous aider. Moi, sur cette page, je reconnais que je ne suis pas habilitée à accompagner tout le monde. Je connais ma cible. Ma cible, ce sont des personnes, voilà, qui ont des histoires très lourdes. Esther, la vidéo tout à l'heure. Oh, est-ce que... Esther, écris-moi sur Messenger, s'il te plaît, Esther. Comme ça, je te donne le lien. Je crois qu'il faut juste payer et puis accéder à la plateforme directement. Une personne qui n'a jamais vécu ce que tu as vécu, la personne va te donner des réponses théoriques. Tu vois, ça va être assez superficiel. Mais quand la personne est passée par là et que la personne t'en parle, c'est autre chose parce que tout de suite, déjà, tu t'identifies dans la personne. Kevin, moi, je vais te donner un exemple simple. Moi, quand j'étais enceinte, quand ma mère était enceinte de moi, quand elle avait dit qu'elle était enceinte de moi, à la base, en fait, mon papa ne voulait pas. Et il était question qu'on avorte. Il fallait que ma mère avorte, en fait. D'accord, Esther, écris-moi. Il était question que maman avorte. Donc, tu vois, dès le ventre, déjà, il y avait ce problème de rejet qui était là. On ne voulait pas de moi. On ne voulait pas. Je dérangeais, on ne voulait pas de moi. Et tu grandis dans cet environnement-là. Quand j'étais enfant, ma mère était dans une situation qui faisait qu'elle ne pouvait même pas s'occuper de moi, en fait. Donc, j'étais un enfant très tôt qui a été livré à elle-même. Très tôt. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi et j'étais livrée à moi-même. Elle était dans une condition qui faisait que elle n'avait pas, malgré que c'était ma mère biologique, elle n'avait pas un guillemets de droits parentaux sur moi. Voilà. Moi, ça, c'est mon père qui me l'a dit. Il me l'a dit plus tard, que tu étais un accident de jeunesse. Et ça, je vous t'assure que c'est quelque chose qui te détruit, en fait. C'est là que tu sens le rejet, tu sens la rage. Tu sens la rage. Mais, dans mon processus de guérison, à un moment donné, l'une des choses qui m'a énormément aidé, Kevin, c'est que je suis partie au fait dans l'histoire de ma mère. C'est là où j'ai commencé à faire la paix avec elle. C'est là où j'ai commencé à faire la paix avec elle. J'ai regardé à son histoire à elle, au fait. Je ne dis pas que ce qu'elle avait fait, c'était bien, c'était correct. Ni papa, ni maman d'ailleurs. Mais je comprenais, au fait. Non, moi au départ, moi j'avais dépassé l'étape de la tristesse. J'avais la rage. J'étais une personne très colérique, en fait. Très, très colérique. Et malheureusement, je me suis mariée dans cet état-là. Ça a failli me créer de gros problèmes au début de mon mariage. Parce que j'étais remplie de colère. J'en voulais à la terre entière. D'ailleurs, moi, les gens qui me connaissaient avant, ils savent que je disais toujours que moi, je suis orpheline. C'était mon masque, en fait. Je disais aux gens, je suis orpheline. J'ai pas de parents. Parce que vous me montrez au fait que vous ne pouvez pas me protéger. Donc, il fallait que... voilà. Donc, voilà, Kevin. Déjà, les parents eux-mêmes, c'était quelque chose de toxique. Qu'est-ce que tu veux que ça produise de bon, en fait? Ça ne peut rien produire de bon, en fait.
Et toi, enfant maintenant qui essaie de te reconstruire, tu ne peux pas te porter ces charges. Ce n'est pas ta responsabilité, en fait, c'est trop lourd pour toi. Ça va te détruire. C'est leurs histoires, eux. Toi, tu es là, tu les laisses avec... Ça, c'est eux. Tu es là. Tu apprends à te reconstruire en tant qu'un individu à part entière. Tu sors, au fait, de la coquille de l'enfant. Tu deviens maintenant un adulte à part entière. À un moment donné, c'est ça, j'ai regardé tellement l'histoire de ma mère, j'ai regardé son histoire, je me suis dit, mais elle-même déjà, dès le bas âge, en fait, il y a beaucoup de choses dysfonctionnelles dans sa propre vie, en fait. Elle a rencontré une personne qui ne l'a pas aidée non plus, et ça a produit le résultat que c'est là. Donc, en fait, ce que je lui demande, elle ne peut pas me le donner, en fait. Elle ne peut pas me donner, en fait, ce que je lui demande. Elle est en incapacité. Vous savez, souvent, tu es l'enfant, tu te dis non, il faut que les parents fassent ci. On a des attentes des parents. Mais ces parents sont en incapacité de te donner ce que tu veux parce que émotionnellement parlant, ils sont cassés, parce qu'eux-mêmes, ils ont grandi dans un environnement toxique, donc eux-mêmes, ils sont toxiques. Et tu veux qu'ils te donnent quoi? Ils ne peuvent rien te donner. Et c'est là où c'est important, en tout cas, Kevin, si vous pouvez... peut-être tout à l'heure, je vais faire une publication avec le lien de la vidéo. Si vous pouvez prendre cette vidéo de la conférence, il faut faire le deuil, en fait. Il faut faire le deuil. Vous savez, par moments, les parents peuvent être vivants, mais vous faites le deuil de la relation. Vous faites le deuil. Et vous apprenez à vous reconstruire en tant qu'individu à part entière. C'est-à-dire que vous devenez la personne, le personnage principal. C'est comme si vous vous dites, à partir de moi, ça s'arrête ces conneries, en fait. C'est ce que je me suis dit à un moment donné. À partir de moi, ça s'arrête. Je refuse de détruire mes enfants. Parce que moi, j'ai 3 enfants. Je refuse de détruire mes enfants. Je refuse de reproduire la même chose. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Et j'essaye de me reconstruire. Si ça peut même demander à ce que vous vous éloignez, bonjour, Sarolette. Et si ça doit même demander à ce que vous vous éloignez physiquement pour vous reconstruire. Parce que par moment, on veut aussi se reconstruire dans un environnement qui nous... Oui, je pense, oui. Je pense que cette vidéo va beaucoup aider Kevin. Vous ne pouvez pas guérir, en fait, dans un environnement qui vous rend malade. Je me rappelle... Non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez que 22 ans. Vous avez une vie à vivre, en fait. Vous êtes au début de votre vie. Après ce live, prenez le temps, regardez vous dans le miroir et dites-vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? En fait, les parents ont fait des choses. Mais vous, Kevin, vous voulez quoi pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, à un moment donné, en fait, je voulais la paix. Je voulais juste vivre en paix, en fait. Je ne voulais plus passer mes nuits à pleurer. Je ne voulais pas que à chaque anniversaire, commencer 1 semaine, 2 semaines avant les anniversaires, commencer à sombrer en déprime parce que voilà, ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que ça me rappelle que je n'avais pas le droit d'être là et que personne ne voulait de moi. Je ne voulais plus de tout ça. Je voulais être en paix. Alors, toutes ces personnes, à un moment donné, je les ai écartées pour apprendre à me reconstruire. Ça a exigé par moments des professionnels, ça a exigé que je lise, que je m'assieds, que je lise beaucoup de livres. Ça a exigé que j'écoute l'histoire des personnes qui ont réussi à s'en sortir. Et petit à petit, comme j'ai dit, ça m'a pris des années. 5, 6 ans, 7 ans. Et là, jusqu'à maintenant, je suis en plein dedans, en fait. Parce que par moments, il y a des choses qui remontent. Croire en vous, oui. Mais croire en vous, ça va demander que vous vous détachez de ce que vos parents vont dire. En tout cas, Kevin, si vous pouvez acheter cette vidéo, achetez-la. Le replay de cette conférence, si vous pouvez l'acheter, achetez-la parce que tout ça, en fait, tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites là, on en a parlé parce qu'il y avait moi, et puis il y avait un psychiatre. On était à 2. On était 2 au fait à la conférence. Il y avait moi, il y avait la psychiatre. Croire en vous, oui. Mais pour cela, vous devez d'abord refuser un certain nombre de choses. Parce que si vous ne croyez pas en vous, c'est parce qu'il y a des fausses croyances qu'on vous a données. Il va falloir que
vous commencez à refuser ces croyances-là. Il faut que vous sortez de là. Soit vous prenez la vidéo de la conférence, ou soit vous prenez mon livre, comment il s'appelle? Vaincre la servitude. Ce livre, au fait, a été écrit, c'est moi qui l'ai écrit, il est sur Amazon. Je l'ai écrit pour toutes les personnes qui sortent des familles dysfonctionnelles. Sortir de la servitude, sortir au fait de la prison. Comment on fait? Concrètement. C'est du A plus B au fait. Parce que je l'ai vécu. C'est pas non, des théories, machin et tout, non. C'est A plus B. Tu sors d'une famille toxique, d'une famille dysfonctionnelle. Tu fais comment pour te reconstruire? Comment tu fais pour aller de l'avant? Je l'ai vécu. Je l'ai posé dans un livre. Je l'ai refait à la conférence. Et puis voilà. Donc, bon. Cette histoire de famille dysfonctionnelle, c'est un sujet sur lequel vous allez voir toute l'année. Je vais revenir sur ça parce que c'est un fléau. C'est un fléau des parents dysfonctionnels qui mettent des enfants au monde, qui transmettent des choses aux enfants et les enfants grandissent. Mais ils sont complètement down, ils sont complètement brisés. Brisés, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 14h12. Bon, je vais prendre une ou deux questions et puis je vais y aller parce que j'ai des choses à faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je prends une ou deux questions et puis complètement et dans tous les sens. Ouais. Ouais, il faut... Est-ce qu'il y a des questions? Je prends une ou deux questions et puis je vais y aller. Palam, 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 palam. Il n'y a pas de questions? J'attends un peu. Esther, n'oublie pas de m'écrire. Hein. Oui, je vais venir voir ce Messenger après, mais Mais en fait, le truc, c'est que je peux venir sur Messenger, mais je ne peux pas y rester pendant des heures et des heures, en fait. Ouais. Je peux venir, si vous avez des questions, j'y réponds, et puis je vais continuer, mais je ne vais pas y rester des heures et des heures. Si vous voulez vraiment qu'on s'asseye pour parler, bah, j'ai des entretiens qui sont là, où on va prendre le temps de s'asseoir calmement, pour parler, discuter des choses en profondeur. Mais en fait, vu le tableau que vous m'avez brossé, le livre, d'accord Esther, le livre ou la vidéo de la conférence, choisissez entre les deux celui qui vous arrange le plus, prenez-le et vraiment ça va énormément vous aider. Sortie d'une famille dysfonctionnelle, c'est quelque chose. Des parents brisés qui font des enfants, qui leur transmettent des choses. Et toi, l'enfant, maintenant, pour sortir de là, c'est le parcours de combattant. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais c'est beaucoup de travail et il faut vraiment avoir la niaque. Il faut vraiment avoir la niaque, en fait. C'est une bagarre. C'est une bagarre, il faut y aller. Il faut en vouloir, il faut de toutes ces tripes. Il y a des jours, ça va aller, il y a des jours, ça n'ira pas. Mais il faut se dire que tant que je ne vais pas bien, je ne lâche pas. Et personne ne viendra faire ça pour vous. Malheureusement, c'est ça. Personne. Aucun professionnel. Personne, même vos conjoints, vos conjointes, personne ne viendra faire ce job à votre place. C'est votre responsabilité. Soit vous vous dites non, j'ai le temps, je ferai. Ou soit on y va quoi. On y va. Changer, ça fait mal. Guérir, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. C'est genre, je prends un temps où je sais que ça va être difficile pour moi, mais c'est le temps que je prends pour faire tout ce que j'ai à faire. Et puis après, je passe à autre chose.
Aussi simple que ça, en fait, les amis. La vie, c'est pas simple. Battez-vous. Même pour votre santé mentale, vous devez vous battre. C'est pas quelque chose qui se fait... quand je dis se battre, je ne dis pas se battre avec le coup. Mais il va falloir lutter contre vous-même. Il va falloir lutter contre vous-même pour changer les choses. Ok. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser, les dames. Prenez soin de vous. Messieurs, mesdames, messieurs, excusez-moi parce qu'il y a des hommes, des femmes, prenez soin de vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne laissez pas toutes ces choses prendre le pouvoir sur vous. J'ai l'habitude de dire ceci. Les choses n'ont sur vous que le pouvoir que vous leur donnez. Si vous pensez que votre histoire, ce que vous avez vécu, d'où vous venez, a autant de pouvoir sur vous, ça va avoir le pouvoir sur vous. Mais le jour où vous-même vous décidez, vous vous levez, vous dites stop, il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter. C'est vous le boss. Mais pour l'instant, tu ne le crois pas encore. Mais en fait, c'est toi le boss. C'est toi qui commande, en fait. Il faut que tu en prennes conscience. Et pour en prendre conscience, il faut que tu écoutes le genre de personnes qui vont te, pas booster, non, qui vont te dire que c'est possible de sortir de là. C'est toi le chef. Tout se repose entre tes mains, en fait. Tout est là. Ne va pas chercher plus loin. C'est toi le boss. Le jour où tu dis ça s'arrête, ça va s'arrêter. Pas seulement s'arrêter dans la bouche. Tu dis ça s'arrête et tu l'accompagnes au fait de ce qu'il faut. Et puis voilà. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.